Le président de la République a échangé pendant près d'une heure, d'après ses services de communication, avec le roi Charles III de Grande-Bretagne. Il s'agit d'une première rencontre peu après son intronisation. Sur une chaise éjectable, le ministre des Transports s'en est sorti indemne ce soir au Palais du Peuple. Les députés nationaux ont tout simplement rejeté à main levée la motion de défiance qui visait Chérubin Okende. Un dossier de la rédaction, d'où viennent tous les mendiants que l'on aperçoit de plus en plus dans les différentes artères à Kinshasa. Une équipe de la rédaction s'est rendue dans les rues pour avoir le fin mot de la question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Séjournant à Londres depuis quelques jours, dans un tout autre cadre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a saisi cette opportunité pour rencontrer les successeurs de la reine Elisabeth, son fils le roi Charles III. Pendant 50 minutes, les deux hommes ont évoqué quelques questions de coopération entre les deux nations, la consolidation des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la RDC, mais aussi la transition écologique et la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays étaient des sujets au centre de cet échange. Chérubin Okende demeure le ministre des Transports et Voies de Communication. Les élus réunis ce mercredi pour examiner la motion de défiance initiée contre lui pour des raisons d'incompétence pour des sujets comme en ce qui concerne la gestion du permis de conduire. Les élus n'ont pas jugé utile d'aller jusqu'au vote. Argumentaire après argumentaire, ils ont à main levée rejeté la motion de défiance qui aurait pu faire de Chérubin Okende le deuxième membre du gouvernement Samalou Condé à perdre son poste. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a échangé avec une délégation d'anciens présidents des chambres du Parlement congolais, conduit par Léon Kengo Adondo, l'ancien speaker du Sénat. Ces présidents honoraires des deux chambres ont informé Modeste Bahati de la non-application de la loi sur le statut d'ancien président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une loi votée et promulguée depuis 2018. Elle traite notamment de la prise en charge des anciens présidents de deux chambres du Parlement congolais. Les anciens speakers de l'Assemblée nationale et du Sénat, hôtes de Modeste Bahati Lukwebo, sont venus solliciter la prise en compte de cette loi dans le budget 2023 en cours d'examen au Parlement. Ils plaident encore pour le paiement de leurs arriérés. Sous un autre chapitre, cette fois-ci, la diplomatie parlementaire, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec Cho Jaïchel, le nouvel ambassadeur de la République des Corées. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le président du Sénat de la célébration l'année prochaine du 60e anniversaire de la coopération bilatérale entre la RDC et la République de Corée. D'un diplomate à un autre, Bahati Lukwebo a évoqué des questions d'intérêt commun entre la RDC et le Burundi, avec le nouvel ambassadeur de ce pays accrédité auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ministre brazzavillois de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo et ministre de la Coordination technique, Arlette Soudan Nonot, était porteuse d'un courrier du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue Félix Tshisekedi de la RDC. Dans ce courrier déposé au Premier ministre, il est abordé la question de la position commune des pays membres du Bassin du Congo lors de l'événement parallèle décidé par les 54 États africains au travers des 3 commissions dédiées aux questions du climat. On l'écoute. Nous voulons aujourd'hui dire au reste du monde que nous ne quémandons pas. Nous disons simplement aux pays riches que nous voulons un partenariat qui soit un partenariat qui prenne en compte également notre besoin, tout comme le leur, d'aller vers une transition énergétique, d'aller vers simplement une transition écologique, puisque nous avons des populations à qui il nous faut donner ce qu'on appelle une économie circulaire. Et il nous faut avoir des énergies propres également. Et cela a un coût. On ne peut pas se développer sans énergie. Et donc aujourd'hui, il fallait porter ce propos à ce très haut niveau et puis
dans le nouveau narratif, nous demandons aux États riches simplement qu'ils se mettent à nos côtés pour lever ce verrou risque des banques multilatérales de développement afin de permettre au secteur privé, au travers même de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, d'investir directement auprès des États qui ont déjà des projets identifiés, comme le Fonds bleu a déjà un certain nombre de dossiers issus des États et issus également des contributions déterminées nationales des États. Le futur événement parallèle qui se tiendra à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte, relatif à tout ce qui porte sur le climat. Nous, 54 États africains, au travers de 3 commissions dédiées sur les questions de climat, les chefs d'État, donc nos chefs d'État, ont décidé donc d'avoir un lieu de concertation, avoir un nouveau narratif qu'ils vont porter dans le cadre du plaidoyer. Clôture ce mercredi à Kinshasa de la 110e session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public. Pendant 2 jours, les experts de la sous-région ont réfléchi pour trouver des solutions adaptées à l'évolution du marché d'emploi. Plusieurs recommandations ont été formulées et c'est notamment la création d'un boulevard africain d'intermédiation et la création des emplois verts, mais aussi la formation des conseillers emploi au niveau africain. Au terme de cette session ordinaire du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public ayant regroupé à Kinshasa les experts venus de plus de 10 pays de la sous-région et au cours de laquelle 3 thématiques ont été traitées, dont la création d'une plateforme digitale, boulevard africain d'intermédiation, la création d'un centre africain de formation des conseillers emploi, la création d'un programme de développement et de promotion des emplois verts dans le but de trouver des solutions adaptées à l'évolution du marché d'emploi. Une véritable renaissance de l'Afrique, selon le président en exercice de l'AACEP. L'Afrique renaît à travers ses talents, à travers ce service public d'emploi, reconnaît, fait de l'introspection, reconnaît ses forces et faiblesses et transforme ses faiblesses en force. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à aller vers le boulevard africain d'intermédiation, qui sera un grand boulevard, comme son nom l'indique, d'interconnexion, de mise en relation des offres et demandes d'emploi, d'intermédiation, de placement, de reconversion, mais aussi d'insertion des différents profils existants dans les différents pays. Plusieurs résolutions ont été prises. Il ne reste qu'aux pays membres de les appliquer. Les résolutions, c'est ce que nous allons soumettre à nos ministres, parce qu'il faut un portage gouvernemental de tous ces projets. Nous ne sommes que des exécutants et nous pouvons donner des idées, mais la décision se trouve entre les mains du gouvernement. C'est le directeur du cabinet de la ministre de l'Emploi qui a clôturé ces assises. C'est un phénomène devenu monnaie courante dans les grandes artères et carrefours de la ville de Kinshasa. La mendicité, tant infantile que celle des personnes vivant avec handicap, n'épargne aucune tranche d'âge. Les enfants, des adolescents et même des adultes, un phénomène observé dans plusieurs points chauds de la ville, notamment le rond-point Huiléry, le boulevard Triomphal et le boulevard du 30 juin. La mendicité expose essentiellement les enfants et les jeunes de la ville de Kinshasa, souvent aperçus sur les voies publiques faisant la manche, dans l'espoir de subvenir aux besoins primaires de leurs familles respectives, très souvent poussés par un état d'indigence désobligeant. Des enfants qui sont à leur tour exposés à des éventuels enlèvements, viols ou encore des crimes bien plus graves. Quelles sont les causes principales à la base de cette mendicité faite par les mineurs? Quels sont les risques auxquels sera exposée la population plus tard? Pour en avoir le cœur net, nous avons donné la parole aux différents acteurs et victimes de ce phénomène. Un phénomène qui signifie ou qui traduit la pauvreté de la population. Bon, mingi ezali ya pauvreté, ba parents mususu pe baza ba irresponsable à cause pe aza mbongo, mais aza ba bureau par-ci par-là, asundoli mwasi na bana. Bon, maman ko sala. La même mendicité expose également les personnes vivant avec handicap qui sont elles aussi exposées à des risques démesurés en circulant sur les arrêts de route. Parmi elles, des aveugles, des infirmes, des manchots, des borgnes et autres, des individus souvent aperçus avec des enfants ou des adultes, eux aussi poussés par la quête d'une vie meilleure. Pasi nde etindi bisoto ya awa kusenga. Ezali bisoto ko senga te mais pasi nde etindi bisoto senga awa po tozomona côté ko tozoko s'en sortir ezate. Parmi les causes évoquées par la population, le niveau de vie précaire dû à la pauvreté et au chômage, des parents démissionnaires, le divorce, la mauvaise influence des pasteurs sur les fidèles, les aventures extra-conjugales et la délinquance sexuelle. La population et les personnes concernées par ces phénomènes en ont profité pour tirer la sonnette d'alarme au gouvernement qui semble rester des glaces devant un tel phénomène.
Une population qui voit surtout à la mendicité infantile un facteur de délinquance imminent pour cette jeunesse défavorisée, susceptible de se reconvertir plus tard au banditisme rural. Un reportage de Keshi Kola. Le ministre des Sports a communié avec la population de Sakania à travers une messe d'action de grâce. L'élu de la région a remis un lot important de matériel médicaux à l'hôpital général de Sakania. La journée du mardi démarre par une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Dominique Savio, où ce dernier avait d'ailleurs reçu son premier sacrement pendant son enfance comme chrétien catholique. Accompagné de membres de sa famille ainsi que de son cabinet, Serge Condé a remercié les fidèles de sa paroisse pour le soutien inconditionnel lui apporté. Après la messe, le ministre du Sport, avec derrière lui les fidèles de sa paroisse, sont allés procéder à l'inauguration du premier funérarium de cette contrée du pays construit sous fonds propres. Capable d'accueillir plus ou moins 700 personnes, ce magnifique cadre permettra des moments de recueillement à l'abri des intempéries de toutes sortes aux familles éplorées. Après le funérarium, c'était le tour de l'hôpital général de référence de Sakania d'accueillir Serge Condé. Là encore, et comme dans ses habitudes, le patron du sport congolais n'a pas manqué de laisser ses empreintes. Cette fois, c'est le personnel médical qui a bénéficié de la générosité de leur élu qui a fait un don d'un lot important, des blousons, surblouses, sabots médicaux et champs stériles pour les nouveau-nés. Les enfants orphelins hébergés à la maison d'accueil de l'ONG Boumi passent des moments difficiles suite au conflit parcellaire qui leur oppose à un particulier. Cependant, la police passe de temps en temps pour les tracasser, comme ce mercredi. Des éléments de force de l'ordre auraient réveillé, violenté et embarqué 3 enfants, une mère éducatrice et 3 jeunes filles. Depuis samedi, l'ONG Boumi, qui accueille des orphelins et des enfants vulnérables, fait face à une intimidation des services de police de Lubumbashi. Samedi 15 octobre, il est 11h. Une escadron de police intervient sur le terrain du quartier Caravia où vivent et sont scolarisés les enfants recrutés par l'ONG. La descente est visiblement violente. Les filles et les garçons sont poursuivis et brutalisés, de la nourriture volée et un jeune de 14 ans ainsi qu'un vigile sont embarqués à cette occasion au poste de police. Ils y resteront près des 6 heures avant d'être relâchés et sans motif. Dimanche 15 octobre, l'un des membres de l'équipe policière retourne sur le terrain et ordonne aux enfants de quitter les lieux sous la menace d'une autre descente musclée. Il demande d'un ton sans froid à des enfants orphelins et vulnérables de quitter leur lieu de vie déjà partiellement démoli. Pour rappel, en février 2021, l'ONG Boumi avait fait face à la démolition illégale de son école et de plusieurs de ses maisons d'habitation. Déjà à l'époque, il faut le dire, derrière les hommes armés se cache une voisine qui, selon les informations, convoite le terrain et s'évertue à faire passer un bout de parcelle avant la protection et l'éducation de plus de 200 enfants. Nous sommes ici au parquet juste pour réclamer nos droits. Donc les enfants ont leur droit d'être protégés. Lundi 15 octobre, une partie des enfants s'est rendue devant le tribunal de Lubumbashi pour faire entendre leur voix de tristesse et revendiquer leurs droits. Le verdict du procès, quant à la propriété du terrain, est encore en attente. Au Congo central, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, a tenu un point de presse dans son bureau de travail. Objectif, faire un état des lieux sur la situation sécuritaire de la province, mais aussi éclairer la lanterne des chevaliers de la plume sur la gestion de la rétrocession destinée aux entités territoriales décentralisées. Face à la presse, Papi Mambo Luamba, ministre provincial de l'Intérieur, fait le point sur la situation sécuritaire du Congo central. Au plus fort de son exposé, il précise que la province ne fait pas l'objet d'une infiltration étrangère. Je tiens à préciser l'opinion provinciale et nationale que nous n'avons pas de frontières avec les Rwandais au niveau de Mbanzango. J'ai été moi-même sur le terrain, j'ai enquêté, il n'y a personne. Ce sont des intox comme ça, je ne sais pas pour quel but on cherche à pouvoir déranger la quête de cette population. Les cas de villages incendiés et de populations déportées observés en Banzangungu sont dits au conflit des terres, avec en toile de fond des jugements judiciaires mal exécutés. Pour les villages de Lufulu et Kimongo, il y a eu exécution des jugements. En dehors de Lufulu et Kimongo, il y a aussi les villages Ntouala dans le Bomata. Ntouala, plus de 60 maisons brûlées.
toujours exerçons du jugement. Papi Mambo Luamba parle aussi des phénomènes Koulouna et coupeurs de route. Pour une bonne gestion de la rétrocession aux entités territoriales décentralisées et TD, le ministre provincial en charge de l'Intérieur annonce des garde-fous. Nous avons jugé bon de pouvoir installer les comités locaux de développement dans chaque secteur. Et c'est cette commission qui va présenter aux chefs de secteur des projets de développement de leur secteur. Une fois présenté aux chefs de secteur, l'argent est dans leur compte. Désormais, pour couper court aux rumeurs, Papi Mambo Luamba promet d'être désormais face à la presse à la fin de chaque semaine. Trésor Moutiki continue sa tournée dans la province du Sud Kivu. Après la ville de Bukavu et le territoire de Mwenga, il s'est rendu dans le territoire de Kamituga avec le même message de cohésion nationale. À son entrée dans la ville de Kamituga, les cortèges du PCA de la TMF, Trésor Moutiki, ancien de l'école française de Kamituga, a été ovationné par les élèves de l'EDAP-ISP pour ses œuvres sociales dans cette institution. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous être venus en aide pour les samedis qui nous est arrivé. Nous ne cesserons pas de demander de continuer à nous venir en aide, car avec le paix que vous nous avez donné, avons commencé la construction qui s'est bloquée par manque de quelques matériaux. Obligé de marcher à pied avec la masse de la population jusqu'à la place dite Essence, où une foule immense attendait ces dignes fils du territoire de Mwenga. Prêchant la cohésion nationale que prône sa fondation, Trésor Moutiki a en outre initié une collecte pour la réhabilitation du pont Kamala sur la RN2. Il a par ailleurs offert à cette population des dons en nature, acte qui a motivé les chefs coutumiers à lui remettre des perles avec des paroles de bénédiction. Avant la ville de Kamituga, Trésor Moutiki avait rendu visite au petit séminaire de Mungombe, dont la fondation compte appuyer la réfection de certains bâtiments vétustes. Également à l'hôpital de référence de Mwenga, où il a été surpris des conditions de travail, pas de morgue, ni de médicaments pour les patients. Quant à ceux, il a promis d'apporter son soutien et de faire le rapport aux décideurs. Arrivé dernièrement à Lodja, Lambert Mende Omalanga, promoteur de l'Université des sciences et des technologies, a participé ce mardi à la cérémonie de remise-reprise entre l'ancien comité et le nouveau, dirigé par le professeur Berthold Oyagaji Dimanja, à qui il promet son accompagnement. En présence de son promoteur, Lambert Mende Omalanga, le nouveau comité de gestion de l'Université des sciences et technologies de Lodja prend les commandes. Dans cette cérémonie de remise-reprise avec l'ancien comité, la nouvelle équipe dirigée par le professeur ordinaire Berthold Dimanja promet de rayonner davantage cet alma mater pour justifier la confiance placée en elle par les ministres de l'ESU et la fondation Echuka, promotrice de l'USTL. Après avoir bénéficié de cette confiance, c'est pour cette raison que nous avons tenu à lui présenter un remerciement le plus sincère. Au nom de la fondation Echuka, Lambert Mende remercie l'ancien comité de gestion et promet son soutien à la nouvelle équipe. Mon premier mot sera de vous adresser les félicitations de toute la population de Lodja à l'occasion de votre désignation par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en vos capacités de prendre cette alma mater et de la porter aussi loin que cela sera possible. À noter que l'Université des sciences et des technologies de Lodja compte en son sein 6 facultés dont la psychologie des sciences et de l'éducation, les sciences informatiques, la santé publique, la géologie et sciences de la terre, la polytechnique et le droit. Tenez, la faculté de médecine sera à nouveau opérationnelle après la livraison des cliniques universitaires dont les travaux touchent à leur fin. Dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a visité ce mardi le nouveau bâtiment du bureau technique de contrôle nouvellement construit par les directeurs provinciaux Jean-Pierre Bondungu. Détail dans cet élément. Après son installation en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur il y a quelques mois, ce service public de l'État qui s'occupe des contrôles des différents travaux s'est doté d'un bâtiment moderne pouvant permettre aux agents et cadres de ces services de travailler dans les meilleures conditions.
Le gouverneur des provinces, lors de cette visite, a loué le courage et la volonté du directeur provincial des 10 services, tout en invitant les autres responsables des services publics de l'État d'emboîter les pas. Jean-Pierre Bontungu, directeur provincial du BTC, a par ailleurs salué la volonté du gouverneur pour avoir octroyé à la direction provinciale du BTC ces bâtiments. Officiel de ce bâtiment qui nous a été attribué par l'autorité provinciale et nous nous sommes dit qu'on commence à utiliser ce bâtiment ici, il fallait que l'autorité puisse passer pour venir nous laisser son aval. C'est l'objet de cette ici-là. À Kinshasa, ils n'ont pas envoyé de fonds ici pour construire ce bureau, n'est-ce pas? Mais du moins, nous avons un système chez nous de rétrocession pour les frais de fonctionnement là. Avec le paie qu'on m'a donné, moi, je suis encore seul, avec le paie qu'on m'a donné, je me suis arrangé pour essayer un peu de construire ce bâtiment. Satisfait, ces agents travailleront dans les jours qui viennent dans de meilleures conditions. Il s'y est à noter que ces bureaux est construit sur fonds propres du BTC. Elle n'avait que 12 ans. La petite Lola a été victime d'une barbarie sans nom de la part d'une de ses voisines. L'affaire, qui était familiale, devient de plus en plus politique et fait réagir tout le pays jusqu'aux plus hautes sphères. L'affaire est dans tous les médias en ce moment en France. Lola, une petite âgée d'à peine 12 ans, s'est vue arracher la vie de la manière la plus tragique possible par une jeune dame visiblement perturbée. Les faits remontent à la semaine dernière. Des heures après sa sortie des cours, elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Sa mère, épouse du gardien de l'immeuble dans lequel ils vivent, alerte alors son mari qui signale l'inquiétude à la police. Et en recours à des images de la caméra surveillance, on voit Lola accompagnée d'une dame en léger conflit avec la famille, prenant une autre direction que celle de leur domicile. La police lancera alors les recherches, mais trop tard, on ne retrouvera de Lola qu'un corps mutilé, violé et bâillonné. Interpellée dans la matinée, la présumée coupable, une Algérienne qui vivait en France en situation d'irrégularité, passe aux aveux. Un récit des plus glaçants avec des détails surréalistes, comme le passage où elle affirme avoir bu le sang de sa victime. Sa sœur, qui témoignera plus tard, affirme qu'elle traversait une période de turbulence mentale. Une situation qui devrait être vérifiée par des psychiatres, ce qui reviendrait à dire qu'il se peut qu'il n'y ait même pas de procès, car la France ne juge pas les fous. Elle sera alors soignée et remise en liberté d'ici quelques années, si elle se rétablit. La politique s'en est mêlée, vu la nationalité des suspects. L'extrême droite, que ce soit Zemmour ou Le Pen, ont critiqué une fois de plus la politique de migration du président Macron, qui pour le moment ne s'est pas encore exprimé sur la question. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République a échangé pendant près d'une heure d'après ses services de communication avec le roi Charles III de Grande-Bretagne. Il s'agit d'une première rencontre peu après son intronisation. Sur une chaise éjectable, le ministre des Transports s'en est sorti indemne ce soir au Palais du Peuple. Les députés nationaux ont tout simplement rejeté la motion de défiance qui visait Chérubin Okende. Vous avez également suivi ce dossier de la rédaction qui parle de ces mendiants de plus en plus nombreux dans les rues de Kinshasa, dans différentes artères. Une équipe de la rédaction s'est rendue dans les rues et a tiré un fin mot sur cette histoire. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.